Alors les entreprises. Alors une présentation un petit peu plus précise de l'échantillon. Donc je vous l'ai dit, 351 entreprises ont répondu. Il faut avoir à l'esprit que 351 entreprises qui répondent, c'est à peu près 1 pour 10 d'entreprises qui répondent au questionnaire, donc à peu près 3500 entreprises appelées. Donc vous voyez que les personnes qui travaillent sur l'enquête ne chôment pas. Hein. Elles ont 2 mois et demi à peu près, puisque ça commence début janvier et ça se termine aux environs de mi-mars. Les résultats bruts nous sont fournis mi-mars pour appeler toutes ces entreprises. Un questionnaire entreprise qui dure à peu près 35 minutes au téléphone avec les interlocuteurs qu'ils ont eus, donc 351 personnes. Donc on est dans des entreprises de plus de 200 salariés, on fait 3 catégories, vous verrez qu'il y a quelques chiffres, alors il y en aura beaucoup plus dans le rapport, mais il y en a quelques-uns que je vais vous présenter là, qui seront en fonction des tailles d'entreprise ou des secteurs d'activité, on parlera aussi des secteurs d'activité après. Et donc on fait une différence entre les 200-500, les 500 000 et les plus de 1000 personnes, puisqu'on se rend compte dans les chiffres que globalement, plus la taille de l'entreprise est importante et plus la vision, la maturité liée à la sécurité de l'information est différente. On a eu dans 23% des cas des RSSI qui ont répondu, et vous le voyez par exemple, un premier chiffre qui montre ce que je viens, qui montre ce que je viens de préciser. Dans 45% des entreprises de plus de 1000 personnes, c'est le RSSI qui nous répond. Alors, ça montre aussi qu'il y a plus de RSSI dans les grandes entreprises que dans les petites. On reste dans du très classique, j'ai envie de dire. Et puis, dans 59% des cas, c'est un responsable informatique. Alors, derrière le mot responsable informatique, il faut envisager tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut être un DSI, ça peut être un responsable de l'exploitation, ça peut être un RI, ça peut être un DI, un directeur de l'informatique. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt directement dans l'informatique en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'interlocuteur qu'on a pu avoir. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment au sein d'une DSI ou équivalent. Donc les résultats sont redressés pour obtenir des chiffres représentatifs par secteur d'activité et ou par taille. Je vous fais grâce du magnifique tableau qui, lui, se trouve dans le rapport, qui reprend justement ce recadrage, qui permet d'identifier qu'on est bien sur des chiffres cohérents par rapport au nombre d'industries qu'il y a en France, au nombre de banques assurances qu'il y a en France, au nombre de sociétés de services qu'il y a en France, etc. etc. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, on pose une première question aux entreprises. Et cette première question, c'est est-ce que votre informatique, c'est quelque chose d'important pour vous? Alors, assez logiquement, j'ai envie de dire, les entreprises nous répondent à 80% en 2010 et à 81% en 2012. Oui, l'informatique est quelque chose de primordial pour moi. Et puis, à 19 et 18, donc ce qui nous fait un total de 99%. Globalement, qui nous disent oui, c'est quand même plutôt important et sans informatique, j'ai un peu de mal à travailler. Alors c'est important cette question parce que j'ai envie de dire que de cette question va découler tout un tas d'analyses qu'on peut faire derrière. Si jamais on s'en moque de son informatique, finalement, est-ce que c'est nécessaire de la sécuriser? Si on caricature un peu le sujet, on pourrait se poser cette question-là. Bien sûr que c'est nécessaire de la sécuriser puisque l'informatique est importante et le système d'information d'une manière générale. On verra tout à l'heure avec ce que nous présentera Thierry que le ratio est plus faible dans les cotères. Il y a moins de connexion à l'importance de l'informatique. Je ne vais pas tout déflorer, Thierry. Un budget sécurité dont le périmètre est toujours mal cerné. Alors effectivement, on pose la question aux personnes qui nous répondent, RSSI ou DSI ou équivalent, quel pourcentage représente le budget sécurité par rapport au budget informatique total? Et au-delà des chiffres que je vous laisserai regarder dans le détail pour ceux qui sont vers la gauche, le chiffre à droite, c'est celui qui va m'intéresser le plus là, c'est les 35% de ne sait pas. 35% des gens nous disent je ne sais pas bien quel est le ratio, quel est le budget informatique de la sécurité de l'information au sein de mon entreprise. Donc on voit qu'il y a de l'argent fait pour ça, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, et on en parlera tout au long de cette présentation, mais globalement, on ne sait pas tout, on ne sait pas bien identifier ce budget, et c'est vrai qu'il y a d'autres études qui ont été faites sur le sujet où on se rend compte que c'est toujours très compliqué d'identifier ce budget. L'autre question qu'on a posée également autour du budget, c'est l'évolution de ce budget sécurité. Donc là, on vous a présenté un diagramme par type de société. Donc vous voyez un petit peu les positionnements qu'on a fait. On a positionné la banque assurance. Alors c'est la première année qu'on positionne la banque assurance en tant que telle. Dans les études précédentes, la banque assurance a été fusionnée avec le service. Il nous a semblé que la maturité de ces deux mondes n'était pas tout à fait la même en matière de sécurité de l'information. Donc on a décidé cette année
et c'est la première année que c'est fait et ça continuera les années suivantes, à séparer la banque assurance du service, ce qui nous permettra aussi dans le futur, on ne pourra pas le faire là par rapport à 2010 sur un certain nombre de sujets, mais dans le futur on pourra faire des comparaisons d'évolution sur cette banque assurance, qui, nous dit-on, est globalement un des mondes les plus matures en termes de sécurité de l'information. Donc on voit que, effectivement, 60% du budget de la banque assurance n'a pas bougé, 26% est en croissance de plus de 10%. Donc c'est quand même assez fortement en tête. On voit bien que les budgets dans le monde de la finance, sécurité, ne sont pas des budgets qui s'arrêtent, même si on est dans un modèle économique toujours contraint et pas simple. Au rang des moins bons élèves, je veux dire, on va retrouver l'industrie, on va retrouver le commerce, qui a des taux de progression sur les budgets sécurité plus faibles. Ça ne veut pas dire que ces gens-là font rien, bien entendu. Alors les politiques de sécurité, on pose aussi un certain nombre de questions autour des problématiques de politique. On nous dit, 63% des entreprises ont formalisé leur politique de sécurité. Donc ça, c'est plutôt un chiffre qui est en croissance tranquille depuis maintenant pas mal d'années et qui va dans le bon sens. Ça en laisse encore 37 qui n'ont pas fait. Bon. 93 sont soutenus par la direction générale. Ça veut dire que la direction générale, d'une façon ou d'une autre, signe un engagement, signe quelque chose, ou en tout cas valide le fait que la politique de sécurité de l'information, c'est quelque chose d'important au sein de l'entreprise. Et puis, les politiques de sécurité s'inspirent d'une norme ou d'un standard sectoriel. Alors là, il y a une progression forte, vous le voyez, 20 points de plus qu'en 2010. On était à 55%, on est passé à 3/4. Et puis la chose intéressante également, c'est qu'apparaît, ça n'existait pas en 2010, en tout cas ça n'était pas identifié, pourtant la question existait déjà, apparaît le référentiel interne. 20% des entreprises nous disent « j'utilise un référentiel interne », donc ne se retrouvent pas ou pas suffisamment dans les référentiels existants. Toutefois, celui qui tient la tête, j'ai envie de dire, ça reste l'ISO 27X, je m'en veux à lui, 27X, 27001, 1002, 1005, 1799, enfin bon, tous ceux que vous voulez, selon les domaines dans lesquels vous êtes, mais enfin toute la grande famille des ISO 27000 qui est prise comme un référentiel globalement. Alors le RSSI, il y en a un certain nombre ici dans la salle. Évidemment, le RSSI, c'est, j'ai envie de dire, la cheville ouvrière et puis un point fort de la mise en place et de la bonne gestion de la sécurité de l'information. Donc toujours la même question, est-ce que vous en avez un au sein de votre entreprise? Donc là aussi, un côté positif, on voit le chiffre. Donc là, on vous a ressorti les chiffres 2008 et 2010, puisqu'on voit bien la progression. On voit le chiffre qui augmente quand même globalement une dizaine de pourcents par an, c'est plutôt sympathique. 54% aujourd'hui des entreprises ont un RSSI clairement identifié. Attention, se cache derrière ce chiffre, je ne vous l'ai pas mis là, mais vous l'aurez dans le rapport, le fait que à peu près les 2/3 de ces RSSI ne sont pas RSSI à temps complet. Pour autant, ils sont identifiés comme tels. Mais certains font SIL, d'autres font responsable qualité, d'autres font encore d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui existe pour ce faire. Un RSSI qui est rattaché à la direction générale dans 32% des cas. Alors c'est vrai qu'on entend assez régulièrement le fait de dire oui, un RSSI bien positionné, il devrait être à la DG. Alors au-delà de l'avis que moi je peux avoir ou que les différents experts qui ont travaillé sur le sujet, ce qui nous intéresse, comme l'a dit Lazaro, c'est les chiffres et les faits. On voit aujourd'hui effectivement ce chiffre qui diminue assez fortement versus 2008, 45% en 2008, 34 déjà avec une forte régression en 2010, et encore une petite régression cette année, 32%. Alors, une des explications qui est possible, c'est que le nombre de RSSI a fortement augmenté. La majorité des nouveaux entrants, j'ai envie de dire, sont plutôt dans des PME-PMI. Et dans ces PME-PMI, ils viennent assez naturellement, parce que c'est l'histoire qui veut ça, de l'informatique, de la DSI. Et donc, assez naturellement, ils sont rattachés par défaut, sans que le terme soit péjoratif, ils sont rattachés par défaut au DSI ou à son équivalent, dans un premier temps en tout cas. Et après, avec le temps et un niveau de maturité qui augmente, ils peuvent éventuellement avoir des rattachements différents. L'équipe sécurité est composée de 1 ou 2 personnes dans 72% des entreprises. Donc clairement, oui, on a de nombreux RSSI aujourd'hui qui existent, beaucoup plus qu'hier, 54% des entreprises, mais il est souvent un homme ou une femme seul, ou ils sont 2, ou des fois c'est un tiers ou un demi-RSSI, encore une fois pour l'entreprise. Bien évidemment, quand on monte dans les grandes entreprises, il y a des équipes beaucoup plus étoffées. Alors, si on devait
caricaturer, j'ai envie de dire, un petit peu les concepts de sécurité de l'information. On pourrait se dire, ça serait une façon de le faire, hein, il y en a sûrement plein, hein, et chacun a la sienne, j'imagine. Mais une façon de le faire, ça serait de dire, pour bien faire de la bonne sécurité, ou en tout cas de la sécurité au bon endroit, il faut savoir où sont ces données stratégiques, et puis il faut analyser ces risques. Qu'est-ce qu'on craint? De quoi on a peur? Et alors justement, on pose des questions autour de ces deux problématiques. La première, elle rejoint la problématique de classification. Est-ce que vous classifiez vos données? Est-ce que les données critiques, les plus critiques de vos entreprises sont connues, identifiées? Est-ce que vous savez où elles sont? Et là, on voit que globalement, 27% disent oui en totalité, donc un gros quart. 32% nous disent oui en partie. Alors une classification partielle, on peut se poser des questions, hein, dans quelle mesure ça a de la pertinence. La question reste ouverte. Et puis, quand même, un gros 38% qui ne classifie pas aujourd'hui son information. Donc ça reste encore un point un peu négatif, et d'autant plus qu'il est en régression. Hein, on a moins de gens qui le font en totalité et plus de gens qui ne le font pas du tout qu'en 2010. Donc ça, c'est quand même un point sur lequel il y a des chances qu'il faudra faire des efforts dans les semaines, les mois et les années à venir. Et puis en parallèle de ça, je vous l'ai dit, le deuxième grand item, c'est analyser ces risques. Rien de tel que l'analyse de risque, hein, pour analyser ces risques. Donc est-ce que vous faites des analyses de risques formelles au sein de vos systèmes d'information? C'est la question qu'on pose. Et là, 19% nous répondent oui, de façon systématique. 35% nous disent oui en partie, donc sur des nouveaux systèmes, sur des systèmes critiques, identifiés comme critiques, mais pas de vision globale. J'ai envie de dire c'est mieux que rien, mais là aussi on peut déjà encore faire mieux. Et puis 45% nous disent non. Alors ce chiffre est à mettre en relation avec 2010, hein, où à l'époque 60% disaient non. Donc un taux qui est quand même nettement meilleur, on fait 15 points de plus, c'est quand même plutôt sympathique. Il n'empêche que près de la moitié des entreprises encore aujourd'hui ne réalisent pas d'analyse de risque. Donc, quelque part, on peut se poser la question de, OK, elles sécurisent, elles mettent en place des mécanismes, des logiciels, des matériels, des organisations. Très bien, mais est-ce qu'elles le font au bon endroit, au bon niveau? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est au doigt mouillé? À suivre. Toujours dans l'aspect organisationnel et dans l'aspect plus ressources humaines, hein, qui va toucher l'ensemble de l'entreprise, on va parler des chartes. Donc là aussi, une question qui revient systématiquement, j'ai envie de dire. Existe-t-il une charte de sécurité? Donc 75%, 3/4 des entreprises nous disent oui, on a une charte, elle existe, elle est présente, on la fait vivre et ça se passe bien. Et puis cette charte, elle est présentée dans 91% des cas aux IRP, aux instances représentatives du personnel. Alors je vous rappelle, hein, que présenter, ça ne veut pas dire forcément valider, hein, c'est une présentation, mais les IRP n'ont pas obligation de valider la charte, et pour autant elle peut être publiée au sein de l'entreprise. Et cette présentation, elle augmente de 11 points par rapport à 2010. Donc il y a quand même une prise en compte des instances qui est beaucoup plus importante, ce qui est plutôt positif, puisque ça reste un document fondateur de l'utilisation des systèmes d'information. Alors on arrive maintenant toujours dans l'aspect RH et dans l'aspect comment je perçois la sécurité de l'information. Là, on a un aéropage dans cette salle de spécialistes, que ce soit des fournisseurs ou que ce soit ce que moi je vais appeler des clients finaux, spécialistes de la sécurité. Et j'ai envie de dire, vous êtes évidemment, vous, pas à convaincre, mais au sein de nos entreprises, on a tout un tas d'utilisateurs pour qui le métier du quotidien, c'est tout sauf la sécurité. Et ces gens-là, il va falloir leur expliquer, et pour ce faire, la sensibilisation, ça sert à ça. Donc là aussi, on pose la question, est-ce que vous sensibilisez vos personnels au sein des entreprises? Et puis si oui, comment ça se passe? Alors, 57% des entreprises nous disent, non, on n'en fait pas. Alors pour tout un tas de raisons, hein, là aussi vous verrez un peu le détail dans le rapport. Le coût étant une raison importante et majeure, mais globalement, on n'en fait pas à presque les 2/3 des entreprises, ou en tout cas une très grosse moitié. Et puis lorsque l'on en fait, on pose la question, alors ok, vous faites de la sensibilisation, donc les 30 ou 40 et quelques % qui restent, mais est-ce que vous vérifiez l'impact de cette sensibilisation a posteriori? Et là, de la même façon, 31% des entreprises nous disent oui, on vérifie. Donc un petit tiers des entreprises vérifient l'impact de leur sensibilisation. Donc c'est dommage de ne pas en faire, j'ai envie de dire, premièrement, mais quand on en fait, c'est presque encore plus dommage de ne pas vérifier l'impact.
Alors c'est facile à dire, hein. On sait bien que la sensibilisation, ça reste quelque chose de lourd, de compliqué, de cher, potentiellement, mais c'est un moyen incontournable de faire en sorte d'élever son niveau de sécurité. Vous le savez tous, l'humain reste une des failles majeures de l'informatique, du système d'information, comme de tout le reste, j'ai envie de dire. Donc plus les humains, globalement, seront sensibilisés, informés, mieux on arrivera à gérer cette problématique en interne des entreprises. Enfin, on pose une dernière question, enfin, une dernière sur ce slide, il y en a plein d'autres dans le rapport. Quels sont les moyens utilisés pour assurer la sensibilisation? Donc on voit ici que le premier moyen le plus utilisé, 51%, c'est les publications. Alors tout type de publications, intranet, des journaux internes, tout un tas de choses pour aller vers les gens, envoyer de l'information vers les gens, ou quelquefois déposer de l'information sur un intranet et puis aux gens d'aller la chercher. Donc tous ces modèles-là sont utilisés dans les entreprises en majorité. Et puis à 44%, elles nous répondent qu'elles sensibilisent au travers de formations, de sensibilisation récurrentes. Et ça, c'est plutôt un point très positif, même si, encore une fois, ce n'est pas le plus simple et ce n'est pas le meilleur marché, mais ça fait partie des mécaniques qui marchent évidemment le mieux. Voilà, je vous laisserai regarder le détail du reste par la suite. Excusez-moi. La sécurité des données papier. On a, depuis la deuxième année consécutive, intégré au sein de cette enquête le chapitre lié à la sécurité physique. Et dans la sécurité physique, on ne s'intéresse pas tellement, nous, aux aspects locaux. On pourrait le faire, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Il y a tellement de choses à pouvoir faire. Mais on a plutôt regardé l'aspect documentaire. Et donc, on pose la question suivante. Le cycle de vie des supports papier est-il pris en compte dans la classification des données? Alors évidemment, vous l'avez compris, cette question s'adresse aux gens qui classifient. On a vu tout à l'heure qu'il n'y en avait pas énormément. Mais lorsque les gens classifient, ils nous répondent quand même à 50% que l'aspect papier, l'aspect documentaire au sens papier, et vous savez bien que l'information, elle est aussi sur des papiers et elle traîne aussi sur des bureaux ou sur des imprimantes et dans les couloirs le cas échéant, et même l'information sensible ou confidentielle, la moitié des entreprises ne le prennent pas en compte. Donc là aussi, il y a certainement quelque chose à faire et à améliorer ce processus. Alors, ce n'est pas toujours le RSSI qui a cette vision-là, c'est des fois des visions explosées dans les différents métiers, ou alors gérées par les services généraux, ou alors gérées par d'autres structures encore. Donc là aussi, on voit bien que le RSSI, il a cette vocation, cette nécessité de parler à d'autres et à d'autres services et à d'autres entités au sein de l'entreprise, et que ça en complexifie d'autant plus le métier. Alors on ouvre le SI et puis on utilise des plus ou moins nouvelles technologies. Depuis quelques années, on n'a pas vu beaucoup de vraiment vraies nouvelles technologies arriver, mais il y en a quelques-unes que l'on suit depuis quelques temps. Donc là, je vous ai mis un extrait du tableau. Le tableau est beaucoup plus complet, beaucoup plus important dans le document final. J'ai ciblé sur quelques éléments qui me semblaient un peu plus pertinents. La première des choses, c'est que le Wi-Fi et les réseaux sociaux régressent. Alors quand je dis le Wi-Fi régresse, c'est une réalité. Vous l'avez en deuxième ligne, je crois. Non, première ligne. Donc on voit qu'il y a moins d'ouverture Wi-Fi dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. On ne parle pas là des Wi-Fi à la maison, mais bien des Wi-Fi dans les entreprises. Effectivement, voilà, le chiffre il est parlant. Il y en avait 43 qui ne l'ouvraient pas, il y en a 49 qui ne l'ouvrent pas. Très bien. Les réseaux sociaux, je ne peux pas tout à fait dire qu'ils régressent, dans le sens où les années précédentes, on ne posait pas la question. C'est la première année où on pose la question. Ce qu'on se rend compte, c'est, au-delà du fait qu'ils régressent ou pas, c'est qu'en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui sont ouverts. C'est la toute dernière ligne, pour le coup. Vous voyez que 12% des entreprises autorisent sans condition l'accès aux réseaux sociaux depuis le système d'information de l'entreprise, et 64% l'interdisent tout court. Alors là, c'est aussi un chiffre, vous savez l'importance des réseaux sociaux, d'ailleurs dans la partie internaute, on vous en parlera, vous savez l'importance que ça a pour monsieur et madame tout le monde, et l'entreprise, est-ce qu'elle peut s'exenter de cet aspect réseaux sociaux? Là aussi, la question reste ouverte, et il y a certainement beaucoup de choses à dire. Bien évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes potentiels en termes de sécurité. Les deux autres points sur lesquels je voulais un petit peu insister sur ce transparent, ce sont la vision des accès via des smartphones ou des PDA. Là aussi, pour la première fois depuis cette année, donc vous le verrez également dans le document global, on a séparé la vision des PC portables et la vision PDA smartphone qui n'existait pas. Avant, on parlait de mobilité. Et finalement, c'était un grand fourre-tout dans lequel on mettait un peu le tout.
Et on se rend compte qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a un monde du PC portable, et puis il y a un monde du smartphone et PDA ou tablette, qui est tout à fait différent et qui est émergent, qui est en train d'arriver, et sur lesquels il y a un certain nombre de choses aussi, un certain nombre de problématiques. Je pense au Bayot, bien entendu, mais là aussi, ça sera abordé dans la partie internaute, vis-à-vis des entreprises. On voit que cette statistique, voilà, globalement, 46% des entreprises ne permettaient pas l'accès PDA, tablette, smartphone en 2010, et 38% le permettent en 2012. Donc, tranquillement, toujours, on est bien dans un monde qui bouge, qui avance, mais qui prend son temps, et il a certainement raison de prendre son temps, hein, quand on parle en matière de sécurité. L'ouverture se fait de plus en plus de façon évidente. Les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Voilà. Alors, un petit zoom sur justement nos fameux PC portables. Il y a de plus en plus de PC portables qui sont fournis dans les entreprises. D'un point de vue connexion, comment ça se passe? On voit qu'à 84%, la connexion est autorisée sous condition. Donc, globalement, la très très grande majorité sont connectés via des VPN. Hein, c'est ce qu'on retrouve de façon quasi majoritaire. 9% des entreprises interdisent cette connexion, donc vous avez un portable, mais vous ne pouvez pas vous connecter à distance. Et puis 7% l'autorisent sans condition, donc vous pouvez vous connecter à peu près de n'importe quelle manière, ce qui est évidemment pas forcément a priori à conseiller, encore que, il faut voir quels sont les enjeux toujours en termes d'information sur le PC portable en question. On voit que l'antivirus reste extrêmement présent, ça n'étonne personne. Hein. Les contrôles de périphériques, hein, vous savez en particulier le contrôle des clés USB ou équivalent des ports USB, sont aujourd'hui implantés au tiers, à un tiers, donc 33%. Et puis j'en arrive au tout dernier chiffre, le chiffrement des données locales à 25%. Donc là aussi, on n'a pas forcément la visibilité de l'importance des données sur les PC portables, mais si on imagine qu'une bonne partie contienne de l'information relativement stratégique, 25% de chiffrement, ça nous semble assez peu. Ça nous semble assez peu. Pour ce qui est des chiffres équivalents sur les smartphones et les tablettes, je vous les laisse les découvrir dans le rapport. Voilà, toujours sur les aspects de nouvelles technologies. Alors les antivirus, les pare-feux, les anti-spam, bien évidemment, on n'est pas du tout dans la nouvelle technologie. C'est quand même important de le rappeler. Hein, ce sont des briques de base standards, mais ultra aujourd'hui utilisées. On est dans des 9 et quelques, hein, des 90 et quelques %, 97, 95% d'utilisation. Donc il n'y a plus tellement de débat sur ces technologies-là. On peut malgré tout pas s'en passer. Hein, ça reste des fondamentaux. Dans les technologies un peu plus récentes, mais qui commencent à exister depuis un certain temps, hein, les IDS, les IPS, on voit qu'on arrive tranquillement à une certaine maturité, puisque 48% et 42%, hein, respectivement, d'IDS et d'IPS sont implémentés dans les entreprises. Et puis enfin, les technologies un peu plus récentes, sans être ultra novatrices, hein, que sont le Network Access Control et le DLP, qui, elles, ont toujours un peu de mal à se déployer. Alors effectivement, une des questions qu'on peut être amené à se poser, comme l'a posé tout à l'heure Lazzaro, c'est est-ce que ces mécaniques techniques répondent réellement aux besoins des entreprises ? Voilà, visiblement, peut-être pas suffisamment. Et puis, il y a aussi, dans ces mécaniques techniques, des difficultés de déploiement. On est dans des outils lourds, compliqués, complexes à déployer. Et puis potentiellement qui ne sont pas non plus forcément bon marché, donc ça n'aide pas au déploiement de ces différents outils. Mais là aussi, effectivement, les éditeurs et les constructeurs ont certainement un certain nombre de choses à regarder. Le contrôle d'accès, au-delà du bon vieux logging mot de passe qui, lui, évidemment, est ultra utilisé, le contrôle d'accès de façon un peu plus forte, on va dire, est plutôt peu utilisé encore. On voit 34% d'entreprises qui ont mis en place des SSO, 23% qui utilisent des web SSO, 45% ont défini leurs habilitations sur un modèle profil versus métier. Donc ça reste encore assez faible, hein, malgré tout, puisque ça reste un modèle quand même à la fois très classique et très efficace. Et puis une authentification forte. Alors vous verrez dans le rapport, là aussi je vous ai pas remis le détail des chiffres, vous verrez qu'il y a 4 types d'authentification forte, selon qu'on parle de carte à puce, de biométrie, etc., de certificats logiciels ou autres. Mais globalement, entre 37 et 83% des entreprises ne l'utilisent pas. Donc une authentification forte encore peu utilisée quand même.
Autre sujet d'importance, tout ce qui va tourner autour de l'infogérance, du SaaS, de l'ASP, du cloud, l'informatique dans les nuages. Tous ces sujets où on peut être en droit de se poser des questions liées à la sécurité de l'information. Alors on pose une première question qui va plus loin que la sécurité elle-même, c'est est-ce que vous faites de l'infogérance sous une quelconque forme, infogérance vraiment au sens large, pour tout ou partie de votre système d'information. Et là on voit que globalement l'évolution est très très faible, 12% des entreprises ont totalement externalisé leur système d'information sous forme d'infogérance, c'était 10 en 2010, c'était 9 en 2008, et puis 27% en partie, donc ont une ou plusieurs chaînes applicatives qui sont externalisées, souvent sur des modes ASP, SaaS ou équivalents. Donc une grande majorité d'entreprises qui conservent la mainmise et la maîtrise de son système d'information en interne. Et une fois qu'on a posé cette question, à celles qui le font, à celles qui externalisent tout ou partie de leur SI, on leur demande est-ce que vous faites des audits sur cette infogérance, sur ces infogérances que vous mettez en place? Et là, globalement, vous voyez, 33% des gens nous disent non. Alors c'est mieux que les années précédentes, on était à 39 et 43. Ça reste encore un tiers qui signe un contrat avec un prestataire et qui s'en occupe plus. De notre point de vue, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Il semblerait quand même que contrôler un peu ce que fait le prestataire de façon régulière, ce n'est pas complètement idiot. Voilà, ça ne veut pas dire que le prestataire ne fait pas bien son travail, encore une fois, mais vérifier que les choses sont en bonne et due forme, ça ne fait pas de mal. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans la majorité des gens qui font des choses, les 31 qui le font systématiquement ou les 32 qui le font de façon épisodique, la majorité des audits, des tests qui sont faits, sont des tests techniques. Beaucoup de tests d'intrusion ou équivalents, mais beaucoup de tests techniques. On regarde encore assez peu les processus, donc là aussi, il y a matière à faire mieux dans les années à venir. Notre enquête s'intitule « Menaces informatiques et pratiques de sécurité », donc forcément, on a un sujet, un volet sur l'aspect menace qui est relativement important et auquel on tient particulièrement. Il correspond d'ailleurs à un des chapitres de l'ISO par ailleurs. Donc on pose là aussi un certain nombre de questions. La première question que je vous fais apparaître ici, c'est sur la veille. Est-ce que vous faites une veille en matière de sécurité de l'information ? En matière de technologies nouvelles, en matière de virus ou de différentes bestioles qui peuvent traîner à droite et à gauche et qui pourraient vous faire ne pas vous vouloir du bien. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous faites attention à ça ou est-ce que vous attendez le sinistre pour vous poser un certain nombre de questions? On voit un chiffre qui évolue finalement pas ou quasiment pas versus 2010, en très légère régression. 32% le font systématiquement, 33% ne le font jamais. Et puis alors, une question qui se pose, c'est les 34% du milieu. C'est quoi une veille partielle? On peut se poser là aussi la question, c'est quoi une veille partielle? Est-ce qu'on veille ou est-ce qu'on ne veille pas ou est-ce qu'on veille partiellement? Je veille sur la moitié des virus, bon, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Avez-vous formalisé des procédures de déploiement de correctifs? La gestion des patchs de sécurité, le patch management. Donc là, une grande majorité, presque 60% des entreprises, presque les 2/3 des entreprises ont mis en place des processus et répondent plus ou moins rapidement. Le délai de réponse, vous le verrez dans le rapport, il est précisé, à ces différents mises en place de patch. Plus on va vers des sociétés structurées, plus il y a une gestion, plus on va vers des sociétés de grande taille, plus il y a une gestion de patch qui est mise en œuvre. Et plus la mise en place des patchs est longue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des équipes dédiées qui traitent la non-régression. Alors que dans les plus petites structures, on a tendance à moins le faire, mais quand on le fait tout de suite, ou très rapidement. Et puis quelquefois, le système d'information, il n'aime pas bien. Donc là aussi, c'est bien une problématique de maturité et toute cette difficulté dans le patch management entre je patche vite ou je patch efficace, l'idéal étant de faire les deux. Et pour ça, il faut faire de la veille, tout à fait. Alors, les impacts, suivi et évaluation des impacts des incidents. Donc là aussi, on vous a sorti les chiffres 2008-2010 pour voir un petit peu cette progression. En termes de cellules, avez-vous une cellule dédiée à la gestion des incidents de sécurité et voire de sécurité de l'information?
Et donc là, les gens nous disent, oui, on a une cellule dédiée à 24%, oui, on a une cellule partagée, donc qui gère les incidents de sécurité au sens large, aussi ceux du risk manager, aussi ceux d'autres personnes au sein de l'entreprise, peut-être de l'assureur, peut-être du juriste. Et puis, non, 45%. Donc encore une petite moitié des entreprises n'ont pas du tout de cellule dédiée à la gestion des incidents de sécurité. Par ailleurs, 6% des entreprises ont porté plainte en 2012, c'était 5 en 2010 et c'était 6 en 2008. Donc globalement, un taux de dépôt de plainte qui stagne, qui ne bouge pas. Je vous rappelle qu'en France, il n'y a pas d'obligation pour une entreprise de déposer plainte suite à un problème, un incident informatique, et en particulier lorsque c'est une intrusion, par exemple, ou un virus, enfin une malveillance, on va dire, d'une manière générale. Il n'y a pas d'obligation. Il y a une obligation qui existe aux États-Unis, par exemple, suite aux lois antiterroristes. En France, cette obligation n'existe pas, donc on a une visibilité assez partielle de ce fait-là. On reste encore beaucoup dans un tabou où les entreprises n'ont pas vocation à, alors non pas à le crier sur la place et à tous les journalistes, mais simplement, ne serait-ce qu'à le déclarer. Beaucoup d'entreprises continuent à garder ça pour elles, et donc la statistique n'est pas forcément totalement valable ou valide sur ce sujet. Et puis la dernière question qu'on pose sur cet aspect impact, c'est est-ce que vous évaluez l'impact financier? Voilà, vous avez eu un sinistre, vous avez eu un problème, vous avez eu une intrusion, vous avez dû faire un certain nombre de manipulations, de choses que vous ne faites pas au quotidien parce que vous n'avez pas le problème. Et puis peut-être que vous avez perdu de l'information, peut-être que vous avez perdu de la donnée, peut-être que vous avez perdu pendant une heure, une journée, votre site web de vente qui n'a plus été accessible. Et bien dans ce cadre-là, est-ce que vous regardez combien ça vous a coûté, en bon argent que vous avez sorti pour traiter le problème, et peut-être en perte financière de manque à gagner? Ben là, voilà, pas de surprise vis-à-vis de 2010. 14% des entreprises nous disent qu'elles le font systématiquement, donc ça reste très peu. C'est 2% de moins qu'en 2010, quasiment stagnation. 25% nous disent parfois, c'est le même ratio qu'en 2010, et c'est lié au fait de, ça dépend un peu du sinistre, et puis ça dépend un peu du temps qu'on a derrière pour le faire, puis ça dépend un peu des sous qu'on a aussi à dépenser pour le faire, parce que ça aussi, ça coûte un peu d'argent. Et puis 55% ne l'évaluent jamais. Alors du point de vue de la sinistralité, on pose comme chaque année ou comme chaque 2 ans la question aux entreprises, est-ce que si vous avez subi un incident, est-ce qu'il y en a qui sont liés au système d'information et d'où viennent-ils? Quelles sont leurs origines? Et les entreprises nous répondent, ben voilà, à 26%, on a subi une perte de services essentiels. Je vous rappelle que les services essentiels, c'est tout ce qu'on va avoir derrière les utilities, donc la climatisation, le réseau, enfin le coup de pelleteuse, typiquement, l'électricité, etc. C'est cet aspect-là qu'il faut entendre. Des pannes d'origine interne à 25%, des infections par virus qui restent encore quand même en 3e position à 23%. Mais si on regarde vis-à-vis de 2010, on voit que les chiffres 2010 sont globalement bien supérieur, d'une vingtaine de pourcents en moyenne, entre 15 et 20% en moyenne au-dessus. Donc il y a un taux de sinistralité, visiblement, qui est plus faible. J'ai envie de dire tant mieux. Alors c'est peut-être aussi lié au fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites au sein des entreprises, donc une meilleure réactivité, une meilleure capacité à se protéger. Les erreurs d'utilisation, c'est flagrant, ils étaient numéro 1 en 2010, avec 46% de taux, et aujourd'hui, elles sont en 5e position avec 17%. Donc on sensibilise peu, mais visiblement, quand on sensibilise, c'est plutôt efficace. Tant mieux. Et puis des attaques logiques ciblées que je vous ai encadrées, qui restent encore présentes. Alors c'est 3%, ça reste effectivement ce qu'on entend le plus au journal de 20 heures ou ce qu'on lit le plus dans les journaux, mais ce n'est pas ce qui arrive tous les jours. Maintenant, quand ça arrive, ça peut faire très très mal. Alors on va parler un peu de continuité d'activité. Aujourd'hui, 31% des entreprises nous disent ne pas avoir de plan de continuité d'activité. Alors, vous vous attachez pas à l'acronyme de plan de secours au sens large. Quelque chose qui leur permettrait d'assurer la continuité de leur activité en cas de problème, en cas de sinistre important. Je rappelle qu'un sinistre important, c'est un météorite qui tombe sur le bâtiment, mais c'est aussi un incendie, c'est aussi une inondation, mais ça peut aussi être une pandémie, ça peut aussi être une grève. Enfin, voilà, les sinistres d'importance, ils ne sont pas toujours là où on les attend. Et puis, on pose également la question, la gestion de la continuité d'activité de votre entreprise couvre-t-elle les scénarios suivants? Donc, au-delà des 31% qui nous disent qu'elles n'ont rien, 59% nous disent qu'elles prennent l'indisponibilité des systèmes informatiques
45% l'indisponibilité des locaux et 38% la disponibilité des ressources humaines. Je vous rappelle que dans l'idéal, il faudrait tout prendre, hein, parce que les SI peuvent être pas là, mais les personnes peuvent aussi ne pas être là, ou les locaux peuvent être indisponibles. Hein. Et le fournisseur essentiel est, lui, encore moins bien traité, puisqu'à 26%. Un très bon point, quelque chose qui nous a fait plaisir à l'analyse des résultats, c'est le taux de BIA, donc de bilan d'impact sur l'activité. Donc je vous rappelle, hein, le BIA, c'est ce qui va permettre d'avoir une vision métier des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller voir un informaticien ou un directeur général pour lui demander qu'est-ce qui est critique au sein de l'entreprise, mais on va demander au métier. Et donc c'est les métiers qui vont se prononcer sur la criticité de leur business, et ça va nous permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus précise, beaucoup plus proche des enjeux de l'entreprise, de façon à mettre les niveaux de sécurité aux bons endroits. On rejoint l'idée de l'analyse de risque. Hein. Le BIA est très souvent couplé à une analyse de risque. Et donc là, on se rend compte que on a un très très gros point d'avancement, puisque 29 points de plus qu'en 2010, à 52% des entreprises qui réalisent des BIA avant de mettre en place un plan de continuité d'activité. Alors ça en laisse encore 48 qui ne le font pas. Hein. Donc il y a encore une marge de progression, mais on est quand même plutôt satisfait, j'ai envie de dire, ou content de cette progression. On verra dans 2 ans si on fait encore 29 points de plus, auquel cas ça sera parfait. Et puis pour ceux qui en ont, 26 qu'ils ne le testent jamais. Alors un plan de secours, tout expert du domaine vous le dira, qui n'est pas testé, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il est totalement obsolète, il ne fonctionnera évidemment pas le jour venu. Donc c'est absolument primordial de tester un plan de continuité d'activité, un plan de secours d'une manière générale. On arrive à la fin de cette présentation. On va parler un peu de conformité, hein, vous vous souvenez, c'est le dernier chapitre de l'ISO 27002. Et dans ce chapitre, on a plusieurs sujets. Le premier, c'est tout ce qui va toucher à la loi informatique et liberté, à la CNIL, au CIL, donc où on pose la question aux entreprises, est-ce que vous êtes conforme vis-à-vis de la CNIL? Donc 88%, le chiffre est identique à 2010, nous répondent oui, je suis conforme en tout ou partie. Donc là aussi, on peut se poser la question, c'est quoi être conforme en partie? Quand la CNIL vient vous voir, vous êtes conforme ou vous n'y êtes pas. Il n'y a pas de demi-conformité. Donc 88%, c'est plutôt un bon ratio. Pour autant, il en reste encore 12 qui ne le sont pas. Donc dépêchez-vous, mesdames les entreprises, de vous mettre en conformité. Et puis, on pose la question suivante, est-ce que vous avez mis en place un CIL, un correspondant informatique et liberté? Vous savez que le CIL n'est pas obligatoire en France. Hein, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se décanter, qui pourraient peut-être demain le rendre obligatoire, mais aujourd'hui, ce n'est encore pas le cas. Et donc, les entreprises ont cette possibilité de mettre un correspondant informatique et liberté en place. Et donc, 42% des entreprises nous disent oui, on l'a fait. Alors, c'est là aussi, hein, pas toujours quelqu'un à temps plein. Hein, ça peut être quelqu'un qui fait aussi RSSI, par exemple, au hasard, ou d'autres choses. 4% nous disent que c'est prévu, la décision est prise. Et puis, 11% nous disent que c'est à l'étude. Et puis 34% ne l'ont encore pas fait. Alors là, le chiffre nous semble plutôt pas mauvais, hein, puisqu'encore une fois, on n'est pas dans une obligation. Maintenant, plus on se rapprochera des 100%, et mieux ce sera malgré tout. Il est évident que là aussi, quand on va dans des grandes entreprises, la quasi-majorité des grandes entreprises ont mis en place un CIL. Hein. Dans les plus petites, c'est plus difficile. Voilà, on en termine sur le dispositif de contrôle. Combien d'audits de sécurité du SI sont menés en moyenne par an? Donc on voit qu'une grande majorité d'entreprises réalisent entre 1 et 5 audits pour 66% des entreprises, plus de 5 audits pour 8% des entreprises, et puis encore 21% des entreprises qui ne font pas d'audit. Alors ce chiffre là aussi reste assez faible, hein, 21 versus 100. Pour autant, c'est quand même 1/5 des entreprises qui n'auditent pas leur SI aujourd'hui. Donc là aussi, il y a une marge de progression qui n'est pas inintéressante. Et puis enfin, votre entreprise a-t-elle mis en place un tableau de bord de la sécurité informatique? Donc là, je vous ai aussi ressorti les chiffres 2008-2010, où on disait non à 75% en 2008, non à 65% en 2010, et le chiffre est reparti dans le mauvais sens cette année, puisqu'on dit non à 79%. Donc le tableau de bord de la sécurité reste le parent pauvre ou un des parents pauvres. Bien qu'il y ait un taux de RSSI assez important, les tableaux de bord ne sont pas encore quelque chose de
systématique. Et là aussi, il y aura du travail pour les années à venir, les mois et les années à venir sur le sujet. Voilà, au final, j'ai envie de dire, peut mieux faire. Alors, vous savez, hein, c'est quelque chose que l'on dit assez souvent dans cette étude. C'est vrai qu'on relate des chiffres et en tant qu'expert professionnel, tout ce que l'on est de la sécurité de l'information, on aimerait bien que les choses aillent toujours plus vite. On sait aussi que les moyens sont contraints et que ce n'est pas si simple que ça de mettre en place ces mécaniques qui sont aussi perçues assez régulièrement par les utilisateurs comme des empêcheurs de tourner en rond et puis par les directions générales comme des dépensiers et des trous sans fond. Donc c'est voilà, un modèle qui n'est pas simple. C'est aussi certainement ce qui fait tout l'intérêt du job de RSSI quelque part. Voilà, donc j'ai identifié la chose suivante, 2010 à 2012, une évolution tranquille dans un contexte financier et organisationnel toujours très contraint, effectivement. Et puis, je termine juste sur une recommandation, ce n'est pas un conseil, on n'est pas là pour ça, mais juste une recommandation pour celles qui n'auraient pas encore suffisamment fait de choses en matière de sécurité. Identifier les données à risque, donc l'idée de la classification, identifier les risques, l'idée de l'analyse de risque, et puis pour les risques qui sont jugés comme étant insoutenables par l'entreprise, par l'organisation, aller jusqu'au bout du traitement de ces risques. Là aussi, on se rend compte, vous le verrez dans les chiffres, dans le rapport global, que une petite part des entreprises qui font des analyses de risque mettent en place des plans, de tête, je crois que c'est 19% le chiffre, des entreprises mettent en place une mécanique réelle, un suivi des projets de sécurité techniques et organisationnels pour être capable effectivement d'avoir la visibilité de l'amélioration du niveau de sécurité. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais passer la parole à Thierry Haignard qui va vous présenter les collectivités territoriales.